Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et ce soir, je reçois Thomas Joly, président du Parti de la France. Tout d'abord, bonsoir, comment allez-vous Thomas? Bonsoir, ça va très bien. Je suis ravi, comme d'habitude, de participer à cette émission qui a de plus en plus de succès, en particulier sur les rediffusions YouTube. Je suis toujours ravi de participer à cette excellente émission animée de main de maître par notre ami Alexandre Inger, qui est vous-même. De main de maître ce soir, je ne sais pas car je suis très malade, mais je prends le compliment avec grand plaisir. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez fait un bureau politique récemment, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était un bureau politique studieux mais convivial et festif. Et nous avons pu, voilà, bien manger, bien boire, fumer des gros cigares, tout en travaillant activement pour le redressement national pour la France. Tout à fait. Et vous y étiez d'ailleurs, Victor. Bonsoir Victor, Jean de la Gillardet. Même question pour vous. Comment allez-vous? Vous êtes un membre du bureau politique du Parti de la France et militant résident, j'allais dire en Bretagne, mais vous avez déménagé. Mais bon, vous resterez toujours en Bretagne dans notre cœur et dans celui de Bruno Héroux. Je ne suis pas breton, Alexandre. Pas Non, plus non, que non, ne non, non. l'est Bruno Hirault. Je suis normand, Normand. absolument, et plus précisément manchois, ce qui rend le sujet de la Bretagne d'autant plus controversé et clivant. Donc je te prierai de faire attention à la distinction. Je vais très bien. J'ai été effectivement ravi de participer au BP du Parti de la France qui a eu lieu samedi dernier. Comme le disait Thomas, nous avons pu échanger dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale de thèmes politiques relatifs au redressement national et à nos projets futurs. Et je suis enchanté de participer à nouveau, car cela fait un petit moment maintenant, à cette émission que tu animes avec brio tous les jeudis soirs. Merci Alexandre. Merci, merci à vous, Victor. Oui, désolé, j'ai dit Bretagne, mais Normand, c'est un lapsus extrêmement, comment je pourrais dire, catastrophique. Ah, c'était pas fait Mais exprès. on va dire que j'ai fait exprès pour la blague. Mais non, je n'avais pas fait exprès. Vous savez, quand je suis dans un état second, ce qui m'arrive très rarement, je fais des plus grosses gaffes que d'habitude, c'est dire. Et justement, commençons directement par vous, déjà, Thomas Joly. Cette émission s'appelle Bougez-vous le cul. Mais elle s'adresse à qui exactement, dites-moi? Vous parlez à tous les Français ou à une segmentation précise des Français? Alors, elle s'adresse, oui, évidemment, ça peut s'adresser à l'ensemble de nos compatriotes qui sont dans un état absolument léthargique, complètement léthargique, alors que nous sommes en grave danger. Notre civilisation est en grave danger, notre peuple est en grave danger, notre nation, voilà, nos institutions sont en danger. Et c'est vrai qu'il est assez désolant que nos compatriotes ne fassent que des constats ou ne veulent pas voir ou ne veulent pas comprendre ou voilà restent dans une sorte de confort qu'il soit matériel mais aussi moral, c'est-à-dire que voilà, on fait le constat que, mais bon, voilà, on se dit bon, allez, ça va bien se passer. Voilà, il y a qu'à faire le gros dos, puis ça ira bien, ou ce genre de choses. C'est absolument insupportable, car on sait très bien et on le voit depuis des années, depuis des décennies. Moi, qui suis plus vieux que vous, Alexandre et Victor, je vois très bien que tout périclite, que tout est nivelé par le bas, et naturellement il est désolant de voir les Français, nos compatriotes, ne pas parvenir, parfois même à ne serait-ce que transformer politiquement leurs pensées. C'est-à-dire que majoritairement, les Français sont contre l'immigration, sont contre l'arrivée massive de migrants, mais ils vont continuer systématiquement à voter pour des politiques qui les font venir, qui en font venir. Tout ça parce qu'il y a cette espèce de chape de plomb qui est mis sur la droite nationale et même encore et toujours sur un rassemblement national, mais même un reniement national qui même fait des excellents scores, mais qui à chaque fois échoue au second tour parce que la dédiabolisation revient au galop à ce moment-là. Donc oui, de manière générale,
nos compatriotes devraient se bouger le cul, même si l'expression peut paraître un petit peu triviale. Mais il n'y a pas que. Et ce soir, je pense, bon, je vous laisserai poser vos questions, mais il y a aussi toutes ces personnes du milieu, du camp national, de la mouvance nationale, qui se contentent de commenter, de critiquer, de donner des bons points, de donner des brevets de radicalité ou que sais-je encore, et qui regardent avec dédain, avec un grand mépris, ceux qui font de la politique sur le terrain, ceux qui collent des affiches, qui distribuent des tracts, qui s'investissent, qui se mettent en avant, qui se montrent, voilà, qui participent aux élections. Eh bien, beaucoup de gens regardent ça, voilà, d'un air hautain, d'un air méprisant, en disant de la politique politicienne, mais moi je suis bien au-dessus de ça. Donc on va analyser aussi voilà toute cette toute cette forfaiture que constituent parfois des gens qui en fait sont inactifs, sont absolument incapables de s'investir politiquement sur le terrain et de manière, on va dire, véritablement active, et qui se contentent de commenter, qui se contentent d'assister, de regarder, de ricaner, voilà, et c'est tout. Donc c'est particulièrement pénible, et ce soir nous allons tailler un certain nombre de ces trous du cul. Très bien. Quand vous parlez de ces personnes-là qui commentent, nous pouvons deviner bon, que la majorité constitue des boomers. Mais vous, Victor, est-ce que vous avez l'impression que bah, déjà la jeunesse se bouge un peu plus? Et est-ce que la jeunesse présente la même arrogance décrite par Thomas Joly qui voit ses commentaires de manière quotidienne? Alors effectivement, tu fais bien de parler de l'aspect générationnel, car je pense que ce n'est pas du tout propre à la génération des boomers, et qu'au contraire, il y a encore plus d'arrogance et de défiance vis-à-vis du militantisme traditionnel chez les jeunes. Je m'explique, car les boomers ont beaucoup de défauts, mais ils ont moins connu une époque où le fait d'adhérer à un parti politique, d'aller à des meetings politiques, n'était pas quelque chose d'hors sol, où c'était quelque chose de très répandu, de très commun. Rappelons à ce sujet que jusque dans les années 90, il y avait une large majorité de Français qui étaient encartés, qui étaient politisés, qui participaient à des meetings politiques, qui étaient investis à l'échelon local, etc. Il y a eu globalement un recul du militantisme politique depuis plus de 30 ans, et ça s'est également répercuté sur la droite nationale que nous représentons. Je souscris évidemment à tout ce qu'a dit Thomas précédemment, c'est que ce qui est lamentable, c'est de voir des gens qui sont parvenus au même constat que nous, aux mêmes conclusions que nous, qui pensent que le simple fait de commenter la politique leur donne une légitimité, se suffit à lui-même. Là-dessus, je paraphrase et je me répète un peu pour ceux qui ont observé mon discours au dernier congrès que nous avons tenu, mais il est essentiel, lorsqu'on souhaite faire le bien, lorsqu'on souhaite faire bouger les choses, car on a fait un constat, car on a tiré des conclusions et que l'on s'est ancré dans ce vaste mouvement qu'est la famille nationale en France, d'être humble, de regarder ce qui s'est fait avant nous, d'essayer d'en tirer des conclusions et d'avancer ensuite vers le futur. Il ne faut être ni passéiste, réactionnaire, bêtement braqué, ni dédaigneux. Et je pense que malheureusement, on souffre, en tout cas dans ma génération, de gens qui sont soit trop braqués vers le passé, qui voient des choses, parce que les réseaux sociaux sont une source importante d'éléments sur le passé, soit qui sont au contraire dédaigneux, c'est-à-dire qui ont une vision pseudo-désabusée de la politique, alors qu'ils ne l'ont jamais connue, et se permettent voilà, de prendre les choses de haut, de considérer qu'ils valent mieux que tout ça, que le fait de militer, de s'engager est quelque chose de naïf. Et là-dessus, je pense réellement qu'il n'y a pas de clivage générationnel. C'est que je l'observe chez des gens de ma génération, donc les zoomers qui ne vivent que par procuration, via les réseaux sociaux, etc., et se contentent, comme le disait Thomas, de distribuer des brevets et des bons points sur Internet, ou bien alors chez des gens un peu plus âgés, qui ont même parfois pour certains un passé militant, et là-dessus, je vais être un peu violent, mais je m'attaque à toute une certaine génération de vieux militants qui
qui se comportent comme si tout était perdu, qui sont les premiers à nous dire mais ce que vous faites ne sert à rien, il faut attendre la fin du monde, etc., se retrancher, vivre à la campagne, à 10, dans des villages paumés avec des poulaillers et des lapins. C'est insupportable, c'est abominable. On est en train de se battre pour essayer de continuer à persister politiquement, à prendre le pouvoir, et eux proposent de nous parquer dans des réserves indiennes, de vivre comme les Sud-Africains en Afrique du Sud, qui, je le rappelle, se font génocider, ne sont absolument pas protégés par leur retranchement, ont été éjectés du pouvoir politique par la révolution menée par Nelson Mandela, et depuis ne font que baisser démographiquement et politiquement, n'ont plus aucune représentation, et ces gens-là proposent d'être dans la continuité de ça. Ils voudraient que tous les Européens se parquent dans des réserves et se mettent en marge du combat politique et du pouvoir, et ne se contentent que de subir ce qui leur tombe sur la gueule en croyant que 3 tantes Quechua, 2 casseroles et un poulailler vont les sauver de l'apocalypse. C'est un instinct de mort, c'est quelque chose de pervers, de mortifère, qui, à mon sens, est au-delà du côté insupportable, du côté dédaigneux des conflits de chapelle, et même dangereux pour notre avenir politique. C'est que ça nous revient à dire qu'on ne sera jamais capable de prendre le pouvoir par la voie traditionnelle, en parlant au peuple, en adressant un programme à la population. C'est une forme de franquisme, pour ceux qui ont la référence. Je ne parle pas de Franco, mais du franquisme avec un K. Je ne m'étale pas plus là-dessus, car je ne voudrais pas porter préjudice à ce mouvement. Mais c'est une forme d'accélérationnisme mortifère, d'inaction mortifère qui vise, voilà, à ne vouloir absolument rien faire pour ne pas se tromper. C'est les mêmes personnes qui nous ont critiqué car on soutenait Zemmour et qui préféraient se gausser de loin de postures ultra-radicales et nous dire « vous vous tromperez, vous verrez, à un moment donné, il dira quelque chose qui ne vous plaira pas ». Et il est vrai que ces derniers jours, Zemmour a tenu une posture qui ne nous correspondait pas. Nous avons d'ailleurs communiqué à ce sujet. Mais ils ne font rien, fondamentalement, ces gens-là. Ils nous reprochent d'agir. Il y a une haine dans ce milieu d'une certaine frange qui reproche à d'autres de vouloir agir, de vouloir se bouger. Il y a un mépris de l'action, il y a un mépris de l'instinct de vie, de la vitalité, et une certaine admiration, une certaine déférence pour la mort, pour le nihilisme, pour l'abandon et le rejet de tout. Et c'est ça qui est réellement préoccupant à mon sens. Bien sûr, Thomas Joly, si vous voulez rebondir sur les propos de Victor, vous y avez le droit, c'est même encouragé. Sinon, j'ai vu Tata570 qui a commenté sur une de nos vidéos. Il va être temps d'arrêter de se triturer les méninges, d'écrire des livres ou de regarder des vidéos YouTube. Il va falloir que l'on passe à l'action. Que répondez-vous à Tata70 qui nous reproche de ne pas faire assez? Alors là, c'est tellement typique. Tellement typique, c'est-à-dire, et ça, souvent, c'est comme, ça sent quand même le boomer, voilà, même si Victor a tout à fait raison de dire que ce type de critique cynique n'est pas l'apanage d'une génération, quand même, là, ça sent bien le boomer, c'est-à-dire qu'en fait, qui attend, qui commente sous pseudonyme, qui explique qu'en fait, ce que vous faites, c'est de la merde, ça sert à rien, et qui vous demande, vous, d'aller, je sais pas, tirer dans le tas, faire des manifs violentes, faire des ratonnades, ou ce genre de choses. Donc lui, il réclame ça. Il réclame ce genre de choses, en disant, allez-y. Mais par contre, cette personne-là, on ne la voit jamais. C'est-à-dire que même, c'est un peu les mêmes personnes qui disent, ouais, pourquoi vous faites jamais rien près de chez moi? Pourquoi vous organisez jamais? Ouais, c'est bien, toujours à Paris, toujours à tel endroit. Ouais, mais pourquoi vous venez pas chez moi? Souvent un bled complètement paumé. Et pour le peu que vous fassiez quelque chose dans son bled, quelquefois c'est à 5 minutes de chez lui, eh bien, il va dire, bah ouais, mais c'est l'anniversaire de mon beau-frère, vous comprenez, je ne peux pas venir. Voilà. Si encore cette personne contacte un parti politique ou des gens pour une réunion. Non, mais là, en fait, le commentaire sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le type, voilà, c'est où sa seule action politique, ça doit être en fait de faire ces commentaires de merde sur les réseaux sociaux et en particulier sur les actions ou les entretiens, les vidéos, de genre de choses de gens qui se bougent, parce qu'en gros, il a plus ou moins nos idées, mais lui, il veut dire, attention, moi, si j'y allais, je serais bien plus radical que vous, vous êtes des petits joueurs, des rigolos. Là, maintenant, il faut passer à l'action, là. Moi, il faut sortir le fusil, moi, c'est ça qui m'intéresse, tout le reste, vos trucs, la politique, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est aller à l'action, là. Je vais y aller, je vais aller dans le tas, moi. Allez. Et il veut qu'on y aille. Le type, évidemment, ne viendra jamais.
c'est comme tous ceux qui vous disent combien de fois vous avez entendu, ouais, bah, ils ont qu'à venir chez moi, vous allez voir, moi, que le fusil, moi, je les attends avec le fusil. Là, ils font les cons, mais alors pas chez moi, pas dans mon village, à la campagne. Mais mon con, eh bien, quand il y aura d'ailleurs, ils viennent à la campagne maintenant, quand les racailles logiciels viennent à la campagne, eh bien, ils font la loi, c'est encore pire qu'en ville, parce qu'en plus, la première brigade de gendarmerie, où là, le soir, ils sont de 2 patrouilles pour surveiller un canton, voire 2 cantons. Et ben le type, il ferme sa gueule, il sort jamais son fusil, il tire jamais dans le tas, il ferme sa gueule, il se planque chez lui. Et c'est ce genre de gros con qui va venir commenter en disant ouais, moi je veux y aller, quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on y va, et là vraiment avec les armes qu'on tire dans le tas, voilà. Et ça, c'est des connards comme ça, on en rencontre régulièrement, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et des gens que voilà, on trouve aussi des gens qui, oui, mais voilà, le parti de la France, vous ne vous attaquez jamais aux causes, vous attaquez aux conséquences, mais pas aux causes. Voilà, ce qu'il faut, c'est dénoncer les juifs. Dénoncer les juifs, brûler un Talmud, faites une vidéo, vous brûlez un Talmud et vous dites que les juifs sont pires que des animaux parce que ce sont des animaux. Voilà, bon, bref, enfin, la version du Talmud, c'est en gros, en quelque sorte, ces gens-là attendent ça, mais eux-mêmes, si vous leur demandez, ne serait-ce que d'être en fin de liste municipale dans leur commune sous leur deuxième prénom, eh ben ils ne veulent pas. Ah bah non, mais tu comprends, là je cherche un boulot, évidemment parce que souvent c'est des gens RSA, hein, donc ils cherchent un boulot, je peux pas. Puis tu comprends, j'ai ma belle-sœur qui travaille à la mairie, donc non je peux pas. En revanche, ce qu'ils voudraient, c'est que vous alliez en prison pour satisfaire ses névroses, sa monomanie. Voilà, ça c'est typique aussi de connards que l'on retrouve dans le milieu, de gens qui ne servent à rien et qui ne servent qu'à vouloir absolument que ceux qui sont sur le terrain, qui prennent tous les risques, eh bien en prennent encore plus, et pour leur faire plaisir, qui se prennent des amendes, des condamnations, qu'ils aillent en prison, et en plus pour satisfaire leurs obsessions monomaniaques. Donc voilà, ce soir, c'est tous ces gens-là, on a envie de leur dire, mais du temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux, eh bien, on ne voyait pas vos sales gueules de rats, parce que souvent, en plus, ils ont le physique de leur de leur comportement. Souvent, c'est rare que ce soit ceux qui se permettent d'avoir des propos agressifs, très radicaux, très condescendants, sous pseudonyme, bien évidemment. En général, voilà, ce sont d'énormes ratés dans la vraie vie. Ce sont des gens qui n'oseront jamais vous adresser la parole, car moi, voilà, au long de tout mon engagement politique, qui date de plus de 25 ans. J'ai eu de nombreux détracteurs, hein, puisque dès que vous faites quelque chose, de toute façon, vous avez des détracteurs, des gens qui ne vous aiment pas, mais je parle au sein de la mouvance nationale. Eh bien, je n'ai jamais rencontré de personnes, en tout cas aussi agressives qu'ils peuvent l'être sur les réseaux sociaux, de visu. Eh bien, quand on a la chance de rencontrer l'un de ces cancres-là, eh bien, en général, déjà, la personne n'a pas, voilà, parce qu'ils se présentent souvent, voilà, comme des gens, des nationalistes parfaits, des descendants de Waffen-SS, physiquement, ce sont des statues d'Herdebrecker. En fait, quand on voit des espèces de gueules de rats pas finis qu'on rencontre, et quand on les rencontre enfin et qu'on s'aperçoit, ils sont exactement comme on l'imaginait, voilà, des espèces de types complètement ratés, hideux, qui sont évidemment célibataires, incapables de fonder un foyer, complètement introvertis, physiquement moches, souvent ils puent, ils sont mal habillés. Et voilà, quand vous les trouvez, eh bien, ils se liquéfient devant vous. Je dis pas parce que je les agresse ou quoi que ce soit, mais quand on les voit, mais ils changent complètement, et d'un seul coup, ça devient plus ou moins votre copain, ou alors là, on s'est mal compris, ou ce genre de choses, quand on a la chance d'en croiser. Mais voilà, de tous ces gens-là, jamais je n'ai eu de ces donneurs de leçons qui sont venus me voir en disant Thomas Joly, vous voyez, ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est échangé, eh bien voilà, vous êtes
vous êtes un sioniste qui taille des pipes à Zemmour, ce genre de choses. Parce que là, on a tout eu avec le soutien du Parti de la France à Éric Zemmour. Mais par contre, ces gens-là, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas croisés. Moi, je me rends partout dans les différentes manifestations, dans les différents événements, différentes réunions nationalistes. Voilà, les gens du Parti de la France sont partout. Et ces gens-là, ces grands donneurs de leçons, ces gens qui distribuent du haut de leur tour d'ivoire des brevets de radicalité, eh bien, on ne les croise jamais, surtout avec une énorme agressivité, en disant, voilà, avec des mots très durs, avec des insultes, ce genre de choses. Et on ne croise pas ces gens-là. En fait, on ne les croise nulle part. Parce que voilà, ce sont des gens qui passent leur vie sur Internet, voilà, s'inventent une vie militante qui est composée en fait de, on appelle ça des haters, mais voilà, on a des haters du camp national et qui passent leur temps à critiquer tout ce qui peut se faire en expliquant que ça ne sert à rien, que de toute façon... mais vous savez, pour ces gens-là qui se présentent comme ultra radicaux, souvent voilà, héritiers du Troisième Reich, eh bien ces gens-là, pour eux, je pense que même Adolf Hitler serait un modéré. C'est-à-dire que même si on avait l'équivalent d'Adolf Hitler qui arriverait, ça ne leur conviendrait toujours pas. Parce qu'il faut toujours aller dans la surenchère de plus en plus loin, de telle façon à justifier son inaction totale, parce qu'en gros c'est ça, c'est soit dire que de toute façon rien ne leur convient, aucun mouvement, aucun groupe ne leur convient parce que tout ce qui se fait n'est pas assez radical, ou alors donc dans ce cas-là ça leur permet voilà, de rester chez eux, ça leur dit bah dans ce cas-là mais non moi je ne peux pas je ne peux pas faire ça, ou alors et quelquefois ça va même de pair, ou alors tout est foutu, tout ce qu'on peut entreprendre ne sert à rien. Voilà, les mondialistes, les oligarques, les juifs, les Illuminati, ils sont partout. Les reptiliens, voilà, qui contrôlent tout. Mais non, parce que dès que vous voyez un truc qui vient, mais non, c'est contrôlé, opposition contrôlée. Oulala, non, non, oulala, gogoy, va, gogoy. Non, mais voilà, c'est ce genre de type qui va dire. Et en plus, ils arrivent à voilà, malheureusement, aux personnes les moins solides, ils arrivent à dégoûter beaucoup de gens par leur incessante, parce qu'ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'en général, ils sont au RSA, ils passent leur vie dessus, ils passent leur vie à commenter, à balancer tout leur fiel. Et malheureusement, ça peut dissuader, voilà, des militants néophytes parce qu'ils ont un discours, comment misérabiliste, désespérant, en disant que de toute façon ça sert plus à rien, la France est foutue et il faut maintenant. Alors quelquefois, voilà, on arrive à la droite poulailler comme dont parlait Victor. Donc voilà, tous ces gens-là, déjà, ils sont pas si nombreux, mais ils sont bruyants. Ils sont bruyants, mais ils ne représentent rien, ils ne représentent personne. On ne les croise jamais. Et quand bien même on les croise, comme je vous le disais, en général, ce sont juste des cloportes huileux qui sont absolument ridicules. Ce sont des gens qui ont été des victimes, qui ont été des bolosses toute leur vie, qui se sont fait insulter à l'école et qui ont trouvé, voilà, c'était en fait ceux qui se faisaient jeter des cailloux dans la cour de récréation et qui sont devenus, qui ont développé une sorte de misanthropie et un besoin, puisque eux-mêmes sont absolument incapables de s'engager politiquement, physiquement, d'avoir une vie d'homme normal, eh bien, ils deviennent des haters du camp national. Bon, bah, voilà, mais voilà, il est important d'en parler. Et d'ailleurs, on ne citera personne aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de faire de la publicité à l'un de ces minables. C'est juste d'expliquer qu'il faut faire abstraction de ces gens. De ces insectes, de ces sales cafards du milieu nationaliste qui ne servent strictement à rien et qui de toute façon seront absolument voilà, incapables de faire quoi que ce soit dans l'objectif d'un redressement national, qu'il soit électoral, qu'il soit sur des bases révolutionnaires. Ces gens, même s'ils n'ont que ça à la bouche, eh bien, ils ne feront jamais rien, parce que souvent, ils sont dans une sorte de confort d'assistés, qui aussi beaucoup vivent chez leurs parents. Voilà, c'est des gens qui vont vous donner des grandes leçons de morale, mais en général, voilà, ils vivent encore au crochet de leurs parents, ils ne travaillent pas.
Donc voilà, je ne fais pas de généralité, il y en a aussi d'autres, mais voilà, c'est vraiment un profil typique que l'on peut retrouver sur ces gens qui, sous pseudonymes toujours, jamais on va voir leur nom, très rarement leur visage, très rarement ils s'affichent, ou certains qui affichent leur visage, on ne les croise jamais nulle part. Alors dans ce cas-là, c'est très commode, c'est très commode voilà, d'insulter les gens. Alors quelquefois, le hasard fait bien les choses, et puis il est déjà arrivé que moi-même ou des gens du Parti de la France tombions sur des gens qui nous ont copieusement insultés. Alors bon, parfois, quand la personne s'humilie suffisamment devant nous, eh bien, on ne relève pas. Et puis bon, certaines personnes ont été, on va dire, légèrement frictionnées. Ça leur a fait du bien et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Parfait. Écoutez, Victor, j'aurais aimé savoir pourquoi, parce que les gens que vient de décrire Thomas Joly, vous pensez que c'est par ignorance, que c'est par bêtise qu'ils font ça? Ou alors vous pensez que, oui, vous pensez peut-être que ces gens-là pensent que de toute façon ça ira mieux, il n'y a pas besoin de militer, ça va revenir comme par magie. Comprenez-vous rationnellement le comportement de ces gens? Je pense que ça procède d'un tout, c'est qu'on vit dans une époque, comme je le disais dans mon discours au Congrès, qui est assez narcissiste, c'est-à-dire qu'elle pousse les gens à s'ultra-valoriser, à ne penser que de leur point de vue, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, etc., où chacun est un peu l'acteur du film de sa propre vie, où tout le monde se pense unique, incroyable, génial, tout le monde a l'impression d'avoir une idée révolutionnaire que personne n'a eue, ça s'observe d'ailleurs dans les conversations qu'on peut avoir dans divers événements. Et ce phénomène d'inaction, de critique pure, de concierge de la politique qu'on trouve sur les réseaux sociaux, que Thomas a très bien décrit à l'instant, ça procède de ça, c'est-à-dire des gens, comme il dit, qui n'ont jamais rien fait, qui ne feront sans doute jamais rien, mais qui s'estiment légitimes à parler de ceci ou de cela, parce qu'ils sont uniques, ils ont quelque chose à dire, ils vont généralement, quand ils vous parlent, vous faire une accumulation de la palissade et de lieux communs divers et variés, ils vont vous raconter des trucs que vous avez déjà entendus des dizaines de fois, mais c'est unique, c'est nouveau, ils n'ont pas le sens de la chronologie, non, on s'en fout, il y a des gens qui militent depuis 50 ans, mais non, ils n'ont rien compris, c'est moi à mon échelle qui vais révolutionner la chose. Enfin, j'ai l'impression, après, Thomas connaît mieux le terrain que moi, il est plus vieux que moi, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même plus d'humilité auparavant. On prenait un peu moins de haut les militants de terrain, enfin, que les gens savaient un peu mieux fermer leur gueule et regarder ce qui se passe avant de l'ouvrir. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est l'ouverture des réseaux sociaux, etc. Victor, je peux te répondre brièvement. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux permettent à n'importe quelle personne vivant en France ou même ailleurs d'intervenir dans un débat public. Auparavant, quand ça n'existait pas, eh bien, il fallait venir dans ce débat public. C'est-à-dire, soit on restait au fond de son bistrot de campagne à vociférer et puis à n'intéresser personne, ou alors il fallait se rendre dans les réunions politiques, se rendre dans les meetings. Et évidemment, s'il y avait quelqu'un, un meeting de Jean-Marie Le Pen, et qui disait ouais, ça sert à rien, de toute façon Le Pen c'est un vendu, de toute façon il est inféodé aux Juifs, de toute façon c'est une opposition contrôlée, de toute façon il n'a jamais voulu du pouvoir, et ben il pouvait se prendre une claque dans la gueule. Voilà, c'est sauf que maintenant on peut pas foutre des claques virtuelles dans la gueule des gens. Donc il fallait venir sur le terrain, il fallait se montrer, il fallait montrer sa gueule quand on est. Et je peux vous assurer que d'aller dans un meeting de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, eh bien, vous étiez, pas dire fiché, mais si on vous voyait en photo dans le journal, c'était une époque où voilà, dont les gens ne peuvent pas forcément se rendre compte maintenant, avec tout de même la dédiabolisation du Rassemblement national et même dans une moindre mesure de reconquête. Mais à l'époque, véritablement, le militant du Front National était considéré comme un nazi. C'est-à-dire qu'il y avait la gauche était très virulente, il y avait une énorme mise au banc de la société qu'on n'imagine plus maintenant des militants, encore plus des candidats ou des cadres du Front National. Et donc c'est sûr que c'était beaucoup plus difficile pour ces gens. Alors il y en avait quelques-uns, bien sûr, mais ils étaient beaucoup moins volubiles, beaucoup moins agressifs et beaucoup plus respectueux parce que forcément ils étaient s'ils voulaient pouvoir assister en fait
l'activisme de la droite nationale, même en faisant rien, même en venant à des dîners, ben voilà, au cours d'un dîner débat, on se met pas à se lever et insulter l'orateur, sinon on se fait raccompagner par la sécurité. Sauf que là, c'est pas possible sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y avait une beaucoup plus grande humilité, même si à toute époque, il y a eu ces gens qui ne servaient à rien, ou alors on n'a pas encore abordé les intellectuels de salon, voilà, ceux qui considèrent que seule la métapolitique sauvera le monde, mais voilà, mais c'est sûr qu'il y avait bien sûr beaucoup plus de retenue qu'actuellement. Merci Thomas pour cette précision. Effectivement, tu fais bien de parler du passé. Je suis moi-même né en 2000, donc c'est des époques que je n'ai pas connues, mais que j'ai pu explorer et approfondir via mes lectures et via des ressources disponibles, notamment sur Internet. Ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est de voir à quel point c'était des époques, comme tu l'as très bien dit, beaucoup plus violentes, où le militant FN était honni, était quelqu'un de mis au banc de la société, où il y avait une gauche extrêmement virulente. Si on remonte jusque dans les années 70, c'était des époques assassinats, où il y a des gens comme François Duprat qui se faisaient plastiquer dans leur bagnole, où il y avait des fusillades en pleine rue où tu pouvais te faire buter à cause de ton appartenance politique. Et c'est ce qui rend, comme je le disais dans mon discours, d'autant plus inexplicable l'aphasie, la mollesse des Français actuellement. C'est qu'il y avait de réels risques de mort auparavant. Je veux dire, on sortait de l'Algérie française, c'était les réseaux OS, la politique était quelque chose de très violent il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est relativement calme. J'ai moi-même milité, notamment sur les facultés. En dehors de quelques claques à distribuer ici et là, c'est très calme. C'est très tranquille actuellement de faire de la politique. Il y a toujours des risques, évidemment, mais bon, si vous avez un peu de bon sens et de jugeote, vous prenez que très peu de risques. On vit en plus à une époque où la droite a globalement beaucoup plus le vent en poupe qu'il n'y a 20 ans, où c'est beaucoup plus normalisé de critiquer les racailles, de critiquer la situation d'invasion migratoire dans laquelle on se trouve actuellement. C'est devenu des idées globalement mainstream, où il y a une majorité de Français qui sont contre l'immigration, et pourtant on vit une époque de désert militant, où les gens sont contre l'immigration, sont contre un certain nombre de mesures débilitantes et aberrantes prises par le gouvernement, mais sont toujours moins engagés. C'est ça qui est profondément absurde à mon sens. Que l'on ne veuille pas s'embarquer dans des affaires de barbouze comme dans les années 70, où on risque de se faire tuer ou plastiquer dans sa bagnole, ça s'entend, mais que l'on refuse ne serait-ce que de prendre un verre dans un bar ou d'aller coller des affiches avec des copains, pour moi, c'est nettement moins compréhensible. Je vais me permettre de relativiser, chers messieurs, Victor et Thomas. C'est-à-dire que les risques aujourd'hui ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont plus d'ordre physique, mais à une ère où tout est absolument inscrit sur Google, indexé sur Google, il y a aussi cette peur, je pense, et les personnes qui nous critiquent ouvertement, comme l'a décrit Thomas de manière totalement irrationnelle, ne se rendent pas forcément compte de ce risque, mais ce risque, il existe aussi. C'est que par exemple, moi, quand je vais à un entretien et que je dis bonjour, je m'appelle Alexandre Wenger, je monte ma gueule, et souvent, bah, la personne en face, si elle m'a recherché sur un moteur de recherche au hasard Google, c'est assez rare que la personne me dise ah, mais oui, j'adore ce que vous faites. Bon, c'est déjà arrivé, mais cette personne, en général, me dit qu'il ne faut pas que ça se sache. Donc je pense que ce risque se trouve plutôt ici, maintenant, aujourd'hui. Bon, Thomas Joly, vous avez un nom qui vous protège, mais Victor Jean de Gilardet, vous avez un nom un peu unique comme moi, ça doit vous parler, je pense. Pour le moment, ça ne m'a pas porté malheur. J'ai tendance à être un peu téméraire là-dessus, c'est que je pars du principe que dans la vie, il faut aller dans un sens et ne pas avoir peur des conséquences. Ça m'a effectivement amené de l'hostilité. Après, en général, les gens ont l'avantage aussi de ce recul et de cette peur vis-à-vis du militantisme, c'est que ça protège un petit peu. Quand vous êtes engagé politiquement, les gens se méfient de vous, ils se disent « Oh putain, c'est un taré, c'est un mec qui a peur de rien, il doit connaître des gens, il doit être armé », enfin j'exagère à peine, mais c'est quasiment de ce niveau-là parfois. Et on rencontre aussi, comme je le disais dans mon discours au Congrès, beaucoup de sympathie. C'est qu'il y a des gens qui se disent « Putain, il a des couilles, il porte des idées que je n'assume pas de mon côté, etc. » C'est pour ça que j'encourage tout le monde à s'afficher, c'est que de toute façon, il y a des choix qu'on fait dans la vie, il y a nécessairement un moment où on se brouille avec certaines personnes, ça fait partie de la construction, à mon sens, normale d'un adulte, de quelqu'un de responsable, c'est qu'on accepte de ne pas être ami avec tout le monde. On se met effectivement en difficulté parfois parce qu'effectivement être consensuel, voilà, c'est une manière de parler à tout le monde, de ne pas risquer, mais pour moi c'est inconcevable que lorsqu'on ait des convictions, on ne veuille pas les
les porter, les afficher, quitte à prendre des risques, quitte à se mettre en difficulté, quitte à avoir des épreuves, mais c'est toujours payant d'une façon ou d'une autre. Tous les gens du BP, du PDF viennent de milieux, c'est quelques exceptions près, mais viennent de milieux relativement modestes, ont dû faire leur nid dans la société, ont dû trouver des travails, des carrières, des emplois, divers et variés, faire des études, alors qu'ils étaient pour certains déjà affichés politiquement, et j'ai l'impression que tous ont fini par trouver leur créneau. Donc, de cette façon, je recommande à tout le monde de porter leurs idées, de s'afficher, de s'engager, car on se fait souvent un monde de l'engagement militant quand on n'y est pas, mais une fois qu'on y est, on se rend compte qu'au final, c'est surtout à notre époque, je veux dire, comme je le disais, voilà, on n'est plus dans les années 70, il n'y a plus les réseaux XOAS, il n'y a plus le risque d'être plastiqué dans sa bagnole, enfin, on vit globalement une époque très calme à ce niveau-là. On aime bien se faire peur avec des faits divers sur les antifas, sur les racailles de banlieue, etc. Mais il y a un tel recul de la politisation chez les masses que je pense sincèrement que c'est moins risqué d'être engagé politiquement actuellement que ça ne pouvait l'être dans les années 80, 90. Tout à l'heure, vous avez parlé de la droite poulailler. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement dessus et expliquer peut-être aux personnes qui n'ont pas vraiment compris ce que vous entendez par ce terme un petit peu plus en détail? Je parle à Victor. Oui, bien sûr. J'ai très bien compris. Alors, c'est un concept qui nous était venu avec Bruno après une journée à Paris productive et, je l'admets, volontiers arrosée et conviviale. C'est-à-dire que, comme le disait très bien Thomas, au sein même de notre mouvance, depuis le début, je parle surtout des observateurs, des concierges, mais il y a parfois même des gens qui se veulent engagés, qui sont politisés, mais qui critiquent la politique en elle-même, la politique politicienne, le fait voilà, d'aller coller des affiches, de parler aux gens, de se présenter à des élections, qui sont dans une posture où ils estiment qu'il faut être voilà, intellectualiste, faire du méta. J'ai beaucoup ce cas dans ma région natale, qui est la Normandie, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que par des postures régionalistes. Dire, voilà, vous prétendez nationalisme, mais vous ne parlez pas X patois normand, dont tout le monde se fout et que personne ne parle actuellement, à part les vieux, soyons honnêtes là-dessus. Vous ne faites pas de calva, vous ne faites pas de cid, enfin... Ils sont gentils, je ne critique pas la démarche qui vise à se rapprocher de sa terre et de ses racines, mais j'ai envie de leur dire, mais quelle est la pertinence de vouloir vivre comme un Normand du 19e siècle en 2023 si vous n'avez même pas le pouvoir politique? Quelle est la pertinence de vouloir se mettre dans des réserves indiennes, de vouloir se retrancher à la campagne dans des villages à 10 à parler patois, que ce soit normand, auvergnat, Picard ou que sais-je encore, si vous n'avez pas le pouvoir politique, si vous êtes déjà en train de mourir à cause de l'absence de présence de vos représentants, de votre famille politique dans les élites. C'est des postures qui sont débilitantes, incapacitantes et qui, à mon sens, procèdent de ce mépris qu'ont certains bourgeois, qui sont souvent d'ailleurs des citadins, parce qu'ils parlent volontiers de la campagne et du retour à la terre, mais pour beaucoup, ils vivent dans le 6e arrondissement de Paris et passent d'un cocktail à un autre. Je pense en particulier à la revue Éléments, qui viennent vous emmerder avec des articles sur le cosmos et l'importance de la spiritualité d'Odin ou je ne sais quelle autre connerie, et qui sont incapables de soutenir un candidat à une présidentielle. Enfin, c'est aberrant, on marche sur la tête. C'est-à-dire que l'essence même du combat politique, à savoir la prise du pouvoir, a été abandonnée par des gens qui préfèrent couper les cheveux en 4 sur le fait de savoir s'il vaut mieux parler un patois normand de la Seine-Maritime ou un patois normand de la Manche. C'est aberrant, c'est aberrant. Et ça procède de ce complexe d'infériorité intellectuelle qui a développé toute une partie de l'extrême droite depuis les années 80 vis-à-vis de la gauche, et je pense en particulier à la nouvelle droite, qui nous a dit qu'il fallait à tout prix qu'on soit autant méta que la gauche. La gauche avait le pouvoir, la droite ne l'avait pas, hein, je précise. C'est-à-dire que on essaie de rivaliser sur un terrain égal avec des gens qui ont un pouvoir politique et un pouvoir culturel qu'on est incapable d'avoir, tout en prétendant être capable de les concurrencer sur certains terrains pour tirer des leçons d'une gauche qui a investi les MJC, qui a investi le ministère de la Culture, qui a investi le ministère de l'Éducation. Tous les gens que je connais de 50 ans et plus qui se sont investis dans ces délires-là et qui ont voulu à tout prix être aussi méta que la gauche sont devenus des gauchistes, sont devenus des vieux bobos lecteurs le Libé, incapables de se présenter à une liste aux élections municipales sous leur troisième prénom, comme le disait Thomas, mais capables en permanence de rabaisser la droite
et la droite nationale tout particulièrement, parce que voilà, elle n'est pas conceptuelle, elle n'est pas méta, elle est incapable de théoriser de sujets abstraits, divers et variés. C'est des gens qui se sont fondamentalement embourgeoisés, qui sont devenus hors sol et qui vont mourir de leurs contradictions. Il faut vraiment que la jeunesse nationale, de droite nationale, fasse une scission avec cette vieille génération qui ne représente plus rien ni personne et qui est mortifère à la fois dans ses conclusions, dans son cheminement intellectuel et dans les solutions qu'elle propose. Et vous, Thomas Joly, qui êtes président d'un parti politique, donc responsable d'un spectre de militants assez large, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la droite poulailler? Bien, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit très brillamment Victor sur, en fait, cette marginalisation de certains nationalistes ou qui refusent maintenant ce terme, qui se disent régionalistes. C'est-à-dire, ils imaginent emmerder le système en se marginalisant, voilà, en se réfugiant dans le localisme, alors que je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre le localisme, je n'ai rien contre les identités régionales. Mais je veux dire, nous sommes quand même dans des problématiques nationales et même européennes. Je parle en particulier de l'invasion migratoire. Et là, le fait de se retirer, alors si, ça peut être commode, mais le problème, c'est que ça peut être commode. Et puis certaines personnes, voilà, se disent bon voilà, je préfère faire ça, voilà, me recroqueviller sur mon cercle familial, sur les miens, sur mes proches, plutôt que de continuer le combat politique, la politique politicienne. Ça peut se comprendre. Mais c'est toute cette morgue, ce mépris que peuvent avoir certaines de ces personnes qui ont décidé, voilà, de vivre comme le décrivait Victor, vis-à-vis de ceux qui continuent ou qui s'engagent en politique. C'est-à-dire de regarder, moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi systématiquement, pour certains, opposer les méthodes, opposer les activismes. Voilà, pourquoi opposer le localisme à l'action politique nationale? Pourquoi opposer, on va dire, le survivalisme à la campagne et ceux qui souhaitent ne pas abandonner les villes? Dire ça n'a pas de sens. C'est l'air de dire, en gros, c'est une espèce de vantardise, voilà, de se dire voilà, moi j'ai trouvé la bonne solution. Vous continuez à coller vos petites affiches, vos autocollants là, ça sert à rien. Vous faites le jeu du système. Moi j'ai mon poulailler. Moi je vais acheter ce dont j'ai besoin à des amis qui produisent. Voilà, non mais c'est certes c'est très bien. Mais pourquoi opposer cela comme ceux qui estiment que c'est le combat métapolitique et qui regardent pareil avec le même dédain le combat politique, alors que les deux sont complémentaires? Pourquoi systématiquement vouloir les opposer et mépriser le politique? Tout comme nous ne méprisons pas le combat de ces gens. Nous estimons qu'il doit être complémentaire, tout comme le combat culturel. Voilà, selon ses spécificités, selon ses qualités, selon aussi sa vocation, eh bien certains sont plus faits pour le combat culturel, sont plus faits pour écrire des livres, plutôt que de foutre des pains dans la gueule des gauchistes en sécurisant une manifestation de droite nationale. Voilà, chacun peut trouver sa place selon ses spécificités dans le combat politique, métapolitique, culturel, localiste, identitaire, avec ses propres qualités, avec ses propres préférences. Mais le fait de les opposer, c'est ça que nous souhaitons dénoncer ce soir avec Victor, c'est de vouloir absolument opposer et mépriser les autres formes d'action. C'est également, on va trouver, alors là je sors un peu du sujet, mais aussi tous ces gens qui nous disent, mais vous vous grillez en politique, voilà, mais voilà, l'important c'est de faire du fric. C'est-à-dire avancez caché, faites du fric, et puis après, voilà, vous aurez une plus grande marge de manœuvre, infiltrer des grands corps de l'État. Et ces gens-là, en fait, quand ils le font, eh bien après, ils ne font jamais rien. C'est-à-dire que ceux qui décident d'avoir voilà une carrière parce que dans le public pour faire du fric c'est un peu compliqué, mais dans le privé qui décident de faire carrière, qui décident voilà d'être cadre, de faire beaucoup d'argent, ben ces gens-là ne financent pas les partis politiques de droite nationale.
Ces gens-là gardent leur fric et se gardent bien de se mettre en avant, même pendant qu'ils sont... Non, ils sont complètement devenus dans leur petite société bourgeoise où il ne faut surtout pas afficher ses opinions nationalistes. Et ils n'aident pas non plus financièrement, ou très peu, les gens qui avancent à visage découvert. Et ceux qui ont infiltré les grands corps de l'État, ou les partis politiques, on l'a bien vu, les Longuet, les Madelin, les Raoult, les Devedjian, et bien tout ça, eux qui ont une jeunesse un peu tumultueuse au sein d'Occident, par exemple, ou d'Ordre Nouveau, et bien après, ils se sont totalement couchés devant la doxa dominante, et ils ont adopté la doxa dominante, et ils n'ont jamais été des gens qui ont fait basculer quoi que ce soit du côté national lorsqu'ils étaient aux commandes, ou ils étaient à la tête d'un ministère. Donc voilà, ces grandes idées d'infiltrer. Il y a ceux qui nous disent aussi, mais pourquoi vous n'infiltrez pas les syndicats? Et pourquoi vous n'allez pas dans les manifestations? Il faut les retourner, il faut aller dans la rue. Ces gens-là n'y vont pas. Ils voudraient que vous y alliez vous, mais eux n'y vont pas, ne le font pas. Et de toute façon, comme si on n'avait jamais eu l'idée d'infiltrer un syndicat. De façon générale, excuse-moi de te couper Thomas, mais je pense que l'infiltration est une gageure et une profonde erreur en politique, c'est qu'on n'infiltre rien. Soit on arrive avec une idée claire, une ligne claire que les gens sont prêts à suivre, soit on vient et on s'inscrit dans un mouvement. J'ai entendu nombre de connards, de vieux cons qui me disaient qu'il fallait surtout pas faire de politique à visage découvert, qu'il fallait aller, je sais pas, moi, chez LREM, chez LFI, essayer de manipuler les trucs de l'intérieur. Mais comme tu le dis très bien, Thomas, ils ne font rien, ces gens-là, après. Ça devient juste des outils de mouvement qui sont à l'opposé de nos idées. On ne fait de politique qu'en étant franc, qu'en assumant nos idées et qu'en avançant avec nos idées. On ne fait pas d'infiltration. Vous infiltrez une manif, vous tenez la manif, vous la retournez après. C'est quoi le plan après? Vous croyez que 20 000 manifestants vont se mettre à adorer Adolf Hitler? Enfin, il faut être sérieux 5 secondes. La politique, c'est de la franchise, c'est avancer à visage découvert avec des idées qui sont transparentes et fédérer les gens derrière ça. C'est pour ça qu'au Parti de la France, on n'a pas des postures qui sont brutalement et stupidement radicales, qu'on n'a pas des postures qui sont trop modérées, c'est qu'on essaye de trouver le plus petit dénominateur commun de l'ensemble des Français, des électeurs. C'est pour ça qu'on a soutenu Zemmour, parce qu'on savait qu'il y aurait une vaste partie d'électeurs qui se rangeraient derrière lui autour d'idées qui nous sont proches. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de rester dans le jeu politique, de se présenter aux élections quand c'était possible, car la politique, c'est avant tout une affaire d'être capable de mettre ses convictions profondes sur tel ou tel sujet de côté, de fermer sa gueule et d'écouter les gens pour ce qu'ils sont. La politique, c'est ingrat, surtout en démocratie, c'est être capable d'écouter, c'est être capable de voir les masses et les populations pour ce qu'elles sont et non pas pour ce qu'on voudrait qu'elles soient, c'est-à-dire pas tous des ultra-cathos, ultra-nationalistes, etc., comme certains le rêvent dans leur coin tout seuls, pas forcément tous des gauchistes à l'antagoniste de nos idées, comme certains misanthropes aiment le penser tout seuls, isolés dans leur campagne, mais des gens, tout simplement, qui sont retournables, qui vont d'une frange à une autre, en 40 millions de pétainistes, en 45, 40 millions de gaullistes. Pour moi, il n'y a rien de plus d'autre à dire. Eh ben écoutez, très bien messieurs, je ne sais pas si Thomas Joly veut rebondir là-dessus. En tout cas, oui, je vous écoute Thomas, vous avez allumé le micro. Non, c'est bon. Non, mais Victor, certes, m'a coupé la parole, mais j'avais à peu près terminé. Il a très bien complété mon propos, on peut passer à la suite. La suite, justement, c'est que j'aimerais vous dire un commentaire. Alors là aussi, un commentaire anonyme, mais un commentaire positif. C'est-à-dire qu'on a fait un TikTok, vous savez, l'application chinoise, un TikTok samedi, qui a fait 240 000 vues et 10 000 likes. Et on a également fait le même TikTok sur YouTube Shorts, qui a fait 8 000 vues. Et il y avait un commentaire qui était intéressant, je tenais à vous le lire. Bon, c'est décidé. Devant ce flot d'huile d'olive qui est en train d'imprégner ma carte d'adhérent de Reconquête, je vais prendre ma carte au Parti de la France. Je suis loin d'être un obsédé d'Israël, mais trop, c'est trop. C'en est indécent et malaisant de voir toutes les droites qui, soi-disant nationales, cherchent à se précipiter pour se ranger avec empressement derrière Moshe. Malgré que, c'est pas français, c'est pas grave, malgré que ce dernier lui crache des gros molars à la gueule toute l'année depuis des décennies. Donc je trouve ce commentaire intéressant parce que
bien que voilà, la personne soit anonyme, bien que la personne ne cherche pas nécessairement à militer, elle décide, par ce qu'on fait sur les réseaux sociaux qui est soi-disant inutile, elle nous soutient en prenant sa carte. Peut-être que c'est même une carte bienfaiteur, je ne sais pas quel type d'adhésion il a pris, mais on n'aurait pas eu cette carte adhésion sans cette petite vidéo où on expliquait être totalement neutre concernant le conflit israélo-palestinien. Donc ça me paraissait un peu intéressant de le remarquer. Oui. Alors, effectivement, donc là, on va aborder le sujet, voilà, le sujet d'actualité, qui est en fait le conflit, la reprise sanglante du conflit israélo-palestinien. Effectivement, dès samedi, on a décidé de faire une vidéo. Alors encore, nous ne connaissions pas encore tout à fait l'ampleur en fait de l'attaque du Hamas, ni ensuite après. De la réplique de Tsahal, d'Israël. Mais nous avions décidé avec Bruno de manière un peu caustique, ironique, en fait, parce que nous sommes aussi de gros trolls politiques, de faire une petite vidéo de trollage, en gros, et voilà, en parlant de croisade et de soutien à Jésus-Christ. Mais en fait, voilà, c'est une manière un peu humoristique de rappeler la position historique des nationalistes sur ce conflit israélo-palestinien, qui est ni kippa ni kéfié. C'est un conflit sémito-sémite entre extra-européens, très complexe, très compliqué, qui suscite voilà, sur place énormément de violence, qui est difficile quelquefois à comprendre pour un Européen, en particulier comme ce qui se passe au Liban. C'est très compliqué, avec différentes factions en place. Bon, là, on sait que d'un côté il y a Israéliens, d'un côté il y a Palestiniens, mais c'est plus compliqué que ça, puisque Israël a financé le Hamas pour affaiblir le Fatah, qui était plus laïque. Donc voilà, il y en a qui nous sortent ça comme la pierre philosophale. Regardez, voilà, le Hamas c'est Israël qui est derrière le Hamas. Ils ont organisé l'attaque, c'était fait exprès pour que le grand Israël, n'importe quoi. C'est-à-dire que à un moment, il était intéressant pour Israël de diviser l'opposition palestinienne et de financer le Hamas. Donc arrêtez de nous filer cette vidéo à la con qu'on voit sans arrêt en disant regardez, vous avez pas compris, hein, le Hamas c'est Israël. C'est n'importe quoi. C'est qu'à un moment, Israël, oui, a financé le Hamas pour diviser l'opposition palestinienne, effectivement. Mais c'est pas pour ça qu'Israël a organisé le massacre des siens. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Donc on a décidé de tourner cette petite vidéo qui a marché bien au-delà de nos espérances, puisque c'était une sorte de gag qu'on a posté comme ça juste avant le bureau politique pour rigoler, tout en rappelant en fait une position sage et prudente de neutralité dans ce conflit qui ne nous concernait pas, et en rappelant aussi que voilà, nous on était plutôt du côté du Jérusalem catholique plutôt que le Jérusalem juif ou le Jérusalem musulman. Enfin bon, ceci dit, ça a permis tout de même, après, bon, on a vu l'ampleur de la chose, je parle pas de la vidéo, mais du conflit, et surtout de l'impact sur les sociétés occidentales, où on a pu voir une hystérie en particulier en faveur d'Israël, mais également un soutien, mais bon, maintenant qui est un peu plus discret, mais qui reste massif, puisque nous avons une énorme population afro-musulmane, arabo-musulmane sur le sol français, qui évidemment soutient la Palestine. Et on a pu voir que cette question enflamme, on va dire, les Français, on va dire entre guillemets, puisque beaucoup apparemment se sentent concernés par ce conflit lointain, beaucoup plus qu'ils ne se sentent concernés par l'invasion et le massacre des Français par la racaille halogène. Donc bon, nous, au Parti de la France, nous estimons que sur le plan international, nous n'avons pas d'ennemis. Voilà, c'est le célèbre adage qui était attribué à Louis XIV. Nous n'avons pas d'ennemis, nous n'avons pas d'amis, nous n'avons que des intérêts. Eh bien, l'intérêt de la France n'est pas de prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Il y a des coups à prendre dans cette histoire interminable du conflit israélo-palestinien.
Eh bien, voilà pourquoi le Parti de la France décide d'avoir une position de Français souverains, de Français libres, d'Européens, c'est-à-dire de ne pas avoir à trancher, de ne pas s'aligner derrière un camp ou un autre qui, de toute façon, n'a rien à voir avec nos intérêts, nous, en tant qu'Européens. Nous, en tant qu'Européens, voilà, notre intérêt, c'est de protéger notre population, c'est de protéger notre économie, voilà, d'éviter que ce conflit ait des conséquences trop néfastes sur notre peuple, sur notre économie, sur notre nation. Donc voilà quel était tout le sens de la position du Parti de la France. Et comme vous le disiez, Alexandre, là, après avoir voilà, lu un commentaire, on assiste. J'ai été énormément félicité pour la prise de position du Parti de la France sur cette question. Il y a eu un communiqué un peu plus sérieux que notre vidéo qui est paru 2 jours plus tard, qui est paru lundi, où j'explique la position du Parti de la France, voilà, de neutralité, comme quoi nous estimons que la France, nous Français, nous n'avons à être ni les larbins d'Israël, ni les larbins des Palestiniens, des Arabes. Voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'obligation de faire un choix entre les deux. C'est ni l'un ni l'autre. On ne choisit pas entre la peste et le choléra. Voilà, c'est tout. Et donc, rien qu'avoir rappelé cette position, j'ai vu que beaucoup de gens différents, que ce soit à Reconquête ou ailleurs, ont été un peu choqués de la prise de position tranchée des uns ou des autres dans le milieu national au sens large, que ce soit on va dire par réflexe monomaniaque contre Israël, ou que ce soit par réflexe, on va dire. Alors, en plus, les gens se disent oui, Israël, c'est ce qui se passe en Israël va arriver demain. Israël, c'est l'avant-poste de notre civilisation, mais n'importe quoi. Israël n'a rien à voir avec la civilisation européenne. C'est se tromper totalement. Et je ne vois pas du tout quel intérêt nous aurions à soutenir Israël dans ce conflit. On peut évidemment déplorer les attaques sanglantes contre des civils perpétrées par le Hamas, pas perpétrées par les islamistes, mais nous, Français, on sait ce que c'est. Le Bataclan, c'est pas arrivé il y a 100 ans. On sait très bien comment ils fonctionnent, les islamistes. On sait très bien, voilà, comment ils fonctionnent. Ils massacrent tout le monde, ils égorgent, ils y prennent même du plaisir. Voilà, ce sont d'ignobles sadiques. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que voilà, les bombardements de civils par les troupes israéliennes, les Palestiniens qui se font abattre tout au long de l'année régulièrement, qui se font humilier, qui se font couper l'électricité, ou qui se font coloniser, on leur pique leur maison, ce genre de choses, ça existe aussi. Alors je ne suis pas en train de prendre parti pour un camp ou pour l'autre, là n'est pas la question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que voilà, que Israël est un pays sans aucun reproche dans le conflit, et ils sont attaqués par les méchants islamistes. Non, ça n'a rien à voir. C'est un conflit dans lequel nous ne souhaitons pas rentrer. Nous souhaitons avoir une position de sagesse, de prudence, et également on va dire pas de fierté française, mais je veux dire, voilà, on n'a pas à s'aligner sur un camp ou sur un autre, bordel. On est la France, on est des Européens, et on n'a pas à aller à s'impliquer dans un conflit qui ne nous concerne pas, qui ne concerne pas les Européens. Et si vous voulez que j'emploie les termes, qui ne concerne pas les Blancs, bordel de merde. Les Blancs n'ont rien à faire en Israël, n'ont rien à faire en Palestine, tout comme les gens qui s'excitent sur ce conflit et qui ne sont pas des Français de souche, eh bien qu'ils se barrent là-bas, d'un côté ou de l'autre, qu'ils se tirent là-bas, qu'ils aillent se battre là-bas, qu'ils aillent s'entretuer là-bas, mais qu'ils nous foutent la paix et qu'ils arrêtent de nous donner les leçons. Voilà la position qu'on doit avoir systématiquement. Et cette position, elle est adoptée de manière lucide et normale par l'ensemble de je pense, des gens les plus sains du camp national. Après, j'entends les raisons des uns et des autres, mais en tout cas, ce n'est pas notre position. Et à mon grand étonnement, le Parti de la France a une position, on va dire, originale au sein de la mouvance nationale. Cette position n'est défendue par aucun parti, ni groupe, ni mouvement, ni organisation
nationaliste ou de droite nationale. Et pourtant, moi, ça me paraît être la plus évidente. Donc voilà aussi pourquoi on a de très bons retours, quelques mauvais, des gens qui nous reprochent de ne pas supporter un camp ou un autre, mais on a des très bons retours de la part de militants qui se trouvent parfois complètement désorientés par le choix, on va dire, absolument pas nuancé, partisan de la part des leaders de leur mouvement, dont Reconquête, dont Éric Zemmour, qui ces derniers jours, on dirait le porte-parole de Tsahal, mais non pas le porte-parole de Reconquête. Alors c'est bien beau de nous avoir parlé, voilà, d'assimilation, mais là, voilà, effectivement, il est en train de faire voir qu'il confond presque Israël et la France. Donc voilà, Éric Zemmour, qui a plein de qualités, qui je pense est touché personnellement du fait de sa confession, de ses origines, par ce qui se passe en Israël, ne devrait pas oublier qu'il est le représentant d'un parti politique de droite nationale française et qu'il faut raisonner comme un Français et non pas comme un Franco-Israélien. Tout à fait, merci beaucoup Thomas. Ah bah Victor, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, juste rajouter une question en complémentarité. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait d'être finalement dans, je crois, le seul parti français qui ne prend pas parti dans ce conflit? Eh bien, ça me rend, quelque part, ça me conforte dans ma position, c'est que je fais très bien d'être ici. J'ai effectivement, j'allais dire, après ces prises de position très justes, très sincères, très compréhensibles de Thomas, j'ai effectivement le sentiment d'être à ma place, c'est-à-dire que je suis français, je suis européen, je n'ai pas à me positionner dans un conflit qui se passe aussi loin de nous, à la fois géographiquement et sur le plan civilisationnel. Pour parler un peu grossièrement, les Israéliens et les Arabes se sont foutus dans la merde tout seuls. Ils ont attendu personne. C'est une situation inextricable. C'est un numéro qui se rejoue tous les 10 ans. C'était pareil en 2000 avec l'intifada, où il y a quelques coups de feu qui sont tirés des deux côtés. C'est le bordel pendant des semaines et des semaines. On parle que de ça dans la presse. Puis après, ça se tasse. Il y a à nouveau des plans de partition qui sont proposés, des accords de paix, et puis ça repart. Enfin, c'est une situation qui est inextricable, la situation en Israël. Et comme l'a très bien dit Thomas, on n'a que des coups à prendre à se mêler de ça. Ça ne nous regarde pas. C'est des affaires confessionnellement qui sont éloignées de nous, géographiquement qui sont éloignées de nous, et qui en plus de ça, bref, je m'égare, mais peu importe. Je ne saurais même pas le dire. Sur le plan civilisationnel, sont éloignés de nous. On n'a effectivement que des coups à prendre à se positionner dans ce conflit. Je suis très content qu'au Parti de la France, nous ayons décidé de garder une ligne de neutralité. Il y a des aspects, des tenants et des aboutissants qu'on ne maîtrise pas du tout. Comme l'a très bien dit Thomas, il y a des torts des deux côtés. Il y a énormément de bobards et de propagande de guerre aussi sur les réseaux sociaux. On est pratiquement à deux doigts de revoir des trucs du niveau des bébés irakiens sortis des couveuses en 2003. Enfin, j'exagère à peine. Et de fait, c'est absurde, et pour moi c'est incompréhensible qu'il y ait autant de gens de droite qui s'excitent, soit en étant dans une vision néoconservatrice, à fond pro-Israël, nos meilleurs alliés, etc., alors que rappelons qu'Israël soutient activement l'Azerbaïdjan, qui attaque l'Arménie, laquelle a été aussi la coqueluche des droitards il y a 6 mois. Donc bon, rappelons qu'Israël n'est absolument pas occidental quand ça l'arrange, appelle à l'Occident de venir l'aider lorsque leurs intérêts personnels sont menacés, mais le reste du temps, rappelons également qu'il y a de nombreux criminels sous mandat d'arrêt international recherchés par la France qui se cachent en Israël et qui n'ont jamais été extradés. Donc c'est un pays qui objectivement ne joue que pour sa gueule. Et inversement, on trouve également le spectre inverse de nationalistes révolutionnaires qui, par romantisme, cultivent la gloire et le folklore d'un camp palestinien qui est essentiellement islamiste et qui cultive l'espoir de venir nous égorger en France et en Europe massivement lorsqu'ils en auront la possibilité. Donc c'est une schizophrénie complète, à mon sens, lorsqu'on se prétend nationaliste français, lorsqu'on se prétend de droite nationale en France, de vouloir se positionner dans un camp ou dans l'autre, dans un conflit qui n'a absolument rien à voir avec nous. Merci Victor. Je vais poser une dernière question d'actualité, ensuite je vous poserai une question finale concernant le thème.
L'actualité est la suivante. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de Thomas Joly là-dessus parce il est en lien quelque part avec cette actualité. Le gouvernement, donc Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, menacent d'interdire Twitter en France parce que Twitter n'est pas assez restrictif concernant le conflit justement en Israël-Palestine, en ne censurant pas les vidéos et les photos. Vous, Thomas Joly, qui êtes banni de Twitter, hein, je le rappelle, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vraiment le gouvernement Macron ira aussi loin? Alors je pense qu'on est dans le stade de la menace et je ne vois pas où est trop, voilà, où est trop le danger. Alors sachant, je vais pas revenir sur mon cas personnel puisque moi j'ai été viré de Twitter. Alors j'étais réintégré à Twitter sous Elon Musk et j'étais reviré de Twitter. Je crois que j'en ai déjà parlé ici, je vais pas y revenir. Toujours sous Elon Musk. Alors évidemment, c'est pas lui qui s'occupe de la censure. Voilà, la censure woke existe toujours autant sur le Twitter. À partir du moment où on a un peu de succès, eh bien, si vous faites l'objet d'un raid, que ce soit de la part d'homosexuels ou voilà ou d'Africains, et bien vous faites sucrer votre compte. Moi, mon compte a été sucré, donc voilà, je ne vois pas en quoi Twitter est un élément déstabilisateur, on va dire, de l'oligarchie en place, voilà, du discours dominant qu'il peut y avoir en France. Donc je pense que c'est une menace, parce qu'évidemment, là, Elon Musk est en train enfin, pas partir dans tous les sens, mais de plus en plus impertinent, on va dire, avec la doxa mondialiste. Et donc, oui, il y a des menaces qui peuvent être faites comme ça, mais je pense que c'est juste un rappel à l'ordre. Mais ce serait, je pense, ce serait une guerre aux réseaux sociaux qui serait ouverte. Ce serait un peu compliqué. Les réseaux sociaux qui sont déjà plus restrictifs que la loi française. C'est-à-dire que vous faites censurer des choses sur la plupart des réseaux sociaux. Je pense notamment à Facebook ou même à TikTok, qui est encore pire, ou à YouTube. Vous faites censurer des choses qui ne tombent même pas sous le coup de la loi. Du pays où c'est diffusé. Voilà, les choses qui sont censurées ne font pas l'objet de poursuites. De toute façon, on sait très bien qu'au Parti de la France, on est très surveillé et que s'il y avait des choses qui étaient susceptibles de poursuites, eh bien, il y aurait des poursuites. Donc, voilà, je pense que c'est juste un rappel à l'ordre pour justement que la censure soit toujours aussi importante, voire encore plus importante. Donc, je ne sais pas comment Elon Musk va répondre à cela, mais je ne pense pas que le gouvernement ira jusque-là, à moins qu'il y ait un bras de fer engagé entre Elon Musk, qui refasse encore un peu plus de provocation, on va dire libertarienne, qui ne plaît évidemment pas au gouvernement français comme aux différents gouvernements européens qui souhaitent voilà, censurer, contrôler au maximum ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux fonctionnent pour diffuser l'idéologie dominante, mais aussi fonctionnent pour diffuser de manière relative une certaine opposition au discours, je ne vais pas dire officiel, mais voilà, à ce que nous sert le discours mondialiste, climatologiste, dominant. Voilà, ce genre de vivre ensemblisme, si je veux, ou droit de l'hominisme, tout ce qui est. Bon, voilà, il y a beaucoup d'opposants et qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, de toute façon, il faut se dire que plus un gouvernement est comment dire, réprime, plus un gouvernement censure, plus il est fébrile. Alors, c'est facile à dire, hein, non, le gouvernement n'est pas forcément à deux doigts de tomber, c'est pas ça, mais il y a une fébrilité, puisque si nos propos étaient marginaux, s'ils n'étaient pas partagés par une majorité de nos compatriotes, eh bien, ils ne s'embêteraient pas voilà, à attaquer les libertés voilà, alors qu'ils n'ont que ça à la bouche, voilà, la paix, la liberté, ce genre de choses. Là, s'ils font ça, c'est qu'évidemment, ils sentent que c'est quand même à deux doigts de craquer, avec une population française qui se paupérise, qui ouvre de plus en plus les yeux sur l'invasion migratoire, et qui en a de plus en plus ras-le-bol de l'oligarchie en place. Eh bien, il est certain qu'il faut accentuer le contrôle de telle façon
de telle façon à empêcher qu'il y ait quelque chose d'organisé et qui aille au-delà voilà, de la contestation sur les réseaux sociaux, car n'oublions pas les différentes révolutions, les printemps arabes qu'il y a pu y avoir, comment même si ça a été fomenté pour certaines depuis l'extérieur, même les révolutions qui sont, on va dire, organisées quelquefois par la CIA, on se souvient de Maïdan en Ukraine, voilà, ce genre de choses. Les réseaux sociaux, ils participent beaucoup, mais ce qui peut marcher dans un sens peut aussi marcher dans l'autre. Donc peut-être que voilà, il y a une petite crainte que les réseaux sociaux puissent voilà, accélérer un renversement du pouvoir, et donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Thomas Joly pour votre réponse. Cette histoire de sketch... Ah ouais, Victor, vous vouliez réagir, allez-y. Oui, je souscris évidemment à ce qu'a dit Thomas concernant en particulier la fébrilité du pouvoir en place. Effectivement, les réseaux sociaux, la sphère Internet procèdent de ce qui peut avoir lieu sur le terrain. Je pense qu'il y a en effet une fébrilité des corps constitués vis-à-vis de notre discours, vis-à-vis de ce que peuvent dire certaines personnalités dans notre famille politique. Rappelons, j'ai l'impression, là-dessus je fais un peu un aparté, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une répétition générale de ce qui s'était fait à l'époque de Manuel Valls et d'Hollande, où il y avait eu, là aussi, on l'a oublié, mais une forme d'hystérisation vis-à-vis de l'extrême droite. Et, rappelons que ça ne leur a pas porté chance, qu'actuellement Manuel Valls n'est plus rien, qu'il a disparu, et de la même façon, je le souhaite, je l'espère, et je pense que ça va être le cas, je pense que cet acharnement, cette fébrilité, ce zèle que déploie Monsieur Darmanin, Moussa Darmanin, vis-à-vis de la famille nationale et patriote, ne lui portera pas chance. Que ce sont des postures de moulin à vent qui agitent, qui bouge les bras dans tous les sens pour dire regardez-moi, je me bats, je suis en première ligne contre les discours de haine, pour défendre la République, etc. Mais ils trahissent leur faiblesse en faisant ça, et c'est à mon sens la preuve qu'il faut absolument qu'on continue ce qu'on fait et qu'on reste sur la même ligne. Merci Victor pour votre réponse. D'ailleurs, cette histoire de sketch, justement, je reviens là-dessus, cette histoire de sketch sur TikTok, ça me rappelle l'époque où je faisais, je fais toujours, c'est ce que maintenant je filme plus parce que je suis banni sur la majorité des réseaux sociaux, mais c'est l'époque où je faisais des vidéos, rappelez-vous, du cochon dans les rayons halal. C'est des vidéos qui marchaient pas mal, je sais pas si vous vous rappelez de cette époque, et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ne limitaient mon militantisme qu'à ça. Comme si je faisais que ça, je pense que non, au PDF, je fais beaucoup d'autres choses. Mais il faut savoir que ça m'a donné cette réflexion. Même ça, même cet acte d'apparence presque insignifiante, je ne rentrerai pas dans le débat si c'est une utilité ou non, mais même cet acte insignifiant, ils ne le font pas. Donc ça en dit quand même très long sur les critiques que l'on peut parfois recevoir. Il y a des critiques qui sont évidemment légitimes. Voilà, il y a un problème de son, voilà, le fond vert il est mal incrusté, je suis pas d'accord avec telle idée parce que vous n'avez pas pensé à cet argument, d'accord. Mais ceux qui nous disent qu'on ne fait rien alors que même le rien, ils ne le font pas, ça me paraît quand même très symptomatique de ces gens-là. J'aimerais finir quand même sur une question un peu spéciale en rapport avec le thème. Est-ce que tous les deux, je vais commencer par Thomas, vous avez une petite anecdote militante à nous raconter qui vous a marqué, que ce soit positivement ou négativement? Alors, je vais commencer. Alors, finalement, je vais pas raconter l'anecdote que vous pensiez, Alexandre. Je vais raconter une autre parce que bon, voilà, avec un passé, on va dire d'un quart de siècle de militantisme au sein de la droite nationale, j'en ai quand même quelques-unes, et je vais raconter une, voilà, une époque que les plus jeunes n'ont pas forcément connue. C'était en 2002, la fameuse élection présidentielle où Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. Et là, on était que au premier tour. Il n'y avait pas l'hystérie encore de l'entre-deux tours. Donc voilà, on était dans la campagne de premier tour. Et donc mon frère, qui est plus jeune que moi,
Donc ça, c'était donc oui, en 2002. Donc mon frère qui n'avait qu'une vingtaine d'années, qui avait peu d'expérience politique, il était venu passer quelques jours chez moi. Et puis bon voilà, vu qu'on était en pleine présidentielle, je dis je vais coller, on va coller ce soir. Et ben c'était donc lui pour son premier collage d'affiches. Et j'étais avec un autre jeune, très jeune militant. Je ne sais même pas il avait pas 18 ans, je crois qu'il devait avoir 17 ans. Enfin voilà, donc mon jeune frère qui faisait son premier collage et un jeune militant qui n'avait pas dû en faire beaucoup. Donc je dis, on va pas aller. J'habitais autour de Compiègne, voilà, qui n'est pas la ville la plus colonisée de l'Oise. Et puis j'avais dit, bon, ben, on va aller à quelques endroits à la campagne, de telle façon. On a été à La Croix-Saint-Ouen, une petite ville, enfin, un petit bourg un peu bourgeois. Et puis on va aller un petit peu autour, mais pas tellement plus. On va pas prendre de risques. C'est leur premier collage. On va faire ça tranquillement. Donc voilà, on colle tranquillement, on colle des affiches. Bon, à l'époque, voilà, c'était en 2002. Le Front National n'était pas du tout dédiabolisé. Et des voitures passaient en nous insultant, bon, de temps en temps aussi en klaxonnant. Mais bon, voilà, c'était tranquille. Et là, on va pour coller nos dernières affiches sous un pont. Et puis, bon, bah, on se met. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire que je me suis mis sur une butte, voilà, pour mettre la voiture le plus assez proche, voilà, un peu en fainéant du pont, mais voilà, qui n'était pas tellement bien placé pour repartir. Donc, je monte sur une butte avec la voiture, machin. Et là, déboule une voiture, deux voitures. Donc, on collait Le Pen président, Le Pen 2002. Enfin, je sais plus. C'était voilà, ça ne prêtait pas à confusion. C'était des grosses affiches avec les lettres énormes. Jean-Marie Le Pen. Bon, voilà. Et là, ça arrête une voiture, deux voitures, trois voitures. Et là, sortent de chaque voiture 4 à 5 Arabes. Et les mecs, là, évidemment, ils étaient passablement énervés. Et donc là, donc je me retrouve à la voiture. Donc je dis à mon frère et au petit jeune, je dis bah revenez tout de suite à la voiture. Donc au dessus ils vont dans la voiture, ils s'enferment dans la voiture. Et là je commence à parlementer avec il y avait plus d'une douzaine voilà d'Arabes ultra agressifs. Et vu que j'étais mal garé, comme je vous ai dit, bah du coup je pouvais pas partir, je pouvais pas fermer la portière de voiture pour repartir, c'était pas possible. Et donc là ils s'approchent, donc je sors une gazeuse assez imposante, donc ça leur permet de ne pas venir au contact. Mais je me dis mais comment je vais me sortir de cette merde là? En plus, je pouvais pas compter ni sur mon frère ni sur le petit jeune. Et donc, bon, j'essaie de parlementer, j'essaie très maladroitement de faire croire qu'on est payé pour coller les affiches. Voilà. Bon, après, peut-être qu'ils vont dire, oh, il a pas de, enfin, voilà, peut-être certains qui vont m'écouter, ils vont dire, ouais, il a pas de couilles, il a pas de machin. Non, écoutez, quand on est trois avec deux jeunes qui dont n'avaient jamais dû se battre de leur vie, je n'allais pas, voilà, je ne fais pas partie de ces cyber warriors qui prétendent qu'ils auraient cassé la gueule à tout le monde ou quoi que ce soit. Voilà, donc je les tiens en respect avec la gazeuse parce que bon, voilà, la taille leur disait qu'ils allaient s'en prendre plein la gueule s'ils approchaient. Et donc voilà, ils ne veulent pas partir. Je n'arrive pas à les faire partir. Ils restent autour de la bagnole. Je dis comment je vais faire ça? Donc qu'est-ce que je fais? Je dis à mon frère, je dis appelle la gendarmerie. Donc on avait déjà les portables à l'époque, c'était bien. Je crois que je lui donne mon portable où il en avait un, mon frère, et je dis appelle la gendarmerie. Et je vois pas comment on va se barrer. Donc là, les Arabes deviennent un peu plus agressifs. Et donc mon frère à la gendarmerie au téléphone, il me passe le planton de la gendarmerie et je lui dis voilà, je dis on est des colleurs d'affiches du Front National, on est entouré d'une bande de racailles et qui veulent pas nous laisser partir. Le mec était complètement paniqué au téléphone. Donc là, à ce moment-là, l'un des Arabes balance un grand coup de pied dans la portière. Donc moi j'étais entre la portière et la voiture. Je balance du gaz, je le loupe parce qu'ils se barrent tous en courant. Et donc ils retournent à leur voiture, il y en a un qui sort un flingue, et là, bing, qui me tire dessus. Alors je ne sais pas si c'est de la grenade ou pas, quoi que ce soit, mais bon, on entend claquer par deux fois, donc il m'a pas touché. Mais voilà, il me tire dessus et là j'étais toujours en contact avec le gendarme qui était en panique totale. Je dis mais écoutez, vous entendez, il me tire dessus là, j'y faites quelque chose. Et le type dit non, faut que vous passiez à la gendarmerie, venez à la gendarmerie. Mais il dit je peux pas du con, on me fait tirer dessus, là je peux pas bouger, donc c'est à vous de venir. Et donc finalement ils se sont barrés parce que vu que j'étais avec la gendarmerie qui m'avait tiré dessus, ils se sont tirés. Donc voilà.
l'anecdote, c'est que pour le premier collage de mon frère et du petit jeune de 17 ans, eh ben, on s'est fait tirer dessus. Donc c'était quand même une époque, voilà, c'était en 2002, c'était une autre époque, voilà, où on se faisait tirer dessus par des Arabes agressifs. D'ailleurs, je me demande même si le mec qui a tiré, ça devait être le seul qui n'était pas arabe en plus. Mais il m'avait déjà fait voir son flingue depuis un moment. Il faisait bien voir qu'il avait un flingue. Alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai pas pris de balle. Je ne sais pas, il n'y avait pas d'impact de balle dans ma voiture. Mais voilà, je me suis fait tirer dessus 2 fois ce soir-là avec la gendarmerie en direct au téléphone. Donc voilà, j'avais beau après expliquer à mon frère que tous les collages ne se passaient pas comme ça. Il avait quand même quelques doutes. Et bon, ça n'avait pas empêché après d'aller à un meeting de Jean-Marie Le Pen à Lyon. Mais pour une première expérience de collage pour mon jeune frère, c'était tout de même assez chaud. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour votre anecdote. Je suis sous le choc. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire alors que je pensais vous connaître assez bien, mais finalement on en apprend toujours des histoires Alors, incroyables. alors, je n'en avais pas parlé à l'époque parce que mon responsable local du Front National m'avait dit d'essayer d'éviter d'en parler. Parce que justement ça allait effrayer les autres militants. Donc il dit il y aurait pas d'impact. Bon voilà de dire oui on s'est fait tirer dessus, voilà. Mais il dit le problème c'est que voilà on était quoi à 15 jours du premier tour, même pas, je sais plus. Et il dit voilà de sortir cette anecdote. Il dit là il y a plus un militant, enfin il y a beaucoup de militants qui vont plus vouloir aller sur le terrain. Donc le lendemain j'ai été reçu à la gendarmerie. Mais alors là un tapis rouge, des petites fleurs quasiment, parce que bon, du coup, j'étais reçu par l'officier de gendarmerie, alors je sais plus si c'était un lieutenant, un capitaine, qui était obséquieux, totalement obséquieux avec moi, parce que, quand je lui ai raconté l'anecdote, je dis, mais voilà, je me fais tirer dessus, et votre type au téléphone, qui était en panique totale et qui me demandait de passer à la gendarmerie, qu'il avait personne à m'envoyer, et qui panique, le type était au téléphone, était plus en panique que moi-même. Enfin voilà, et donc du coup, j'avais été très très bien reçu par la gendarmerie parce qu'ils voulaient sûrement éviter que je divulgue dans la presse cette anecdote. Eh ben, c'est quand même une anecdote incroyable. Victor, vous, est-ce que vous avez une anecdote? J'espère Alors, pas aussi violente. je ne me suis pas fait tirer dessus, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le recul, globalement, du côté craignos du militantisme du camp national. C'est que des gens de la génération de Thomas ont connu effectivement des anecdotes de ce genre-là que je n'ai pas. Moi, en dehors de quelques occasions, on a dû distribuer quelques claques, c'était relativement calme, y compris sur la fac, alors que pourtant les facs étaient un lieu quand même d'affrontement assez violent il y a encore 40 ans. Alors je ne dis pas que ça n'existe plus, il y a des endroits, notamment à Nanterre et à Tolbiac, qui sont à éviter, mais bon, j'étais à Caen, qui est une faculté réputée pour être très gauchiste, je m'en suis tiré sans égratignure, alors que j'étais identifié comme un responsable cocarde et comme un militant identifié, voilà, de Génération Identitaire et du PDF. Mais toujours est-il que ça procède, toute cette évolution d'une normalisation de nos idées, qui à mon sens est assez positive. Et j'ai petites anecdotes là-dessus, c'est qu'il y a plusieurs fois lors de collages, on collait pourtant des slogans de droite nationale, même assez virulents, que ce soit avec Bruno pour le PDF ou quand j'étais à Génération Identitaire, et que globalement, soit les gens se contentaient de klaxonner, nous insultaient de loin, même des Arabes, hein, même des racailles, etc., qui passaient en groupe de l'autre côté de la route, ne venaient pas nous voir, se contentaient de dire « Oh là là, c'est des fachos, c'est des racistes », nous insultaient, ils partaient faire leur vie. Ils venaient même pas au contact, alors qu'ils auraient pu nous péter la gueule, ils étaient beaucoup plus nombreux, mais ils s'en foutaient. Il y a un recul, en fait, de l'intérêt pour la chose politique dans toutes les franges de la société. Même chez les racailles, toute la génération SOS Racisme, touche pas à mon pote, etc., c'est devenu un truc ringard. Il y a que des vieux gauchistes de la génération de Benoît Hamon qui portent encore la flamme. Mais bref, passons. Et à la place de ça, les seuls gens qui venaient nous voir, c'était des petits vieux, des gens, et plutôt des sympathisants, des gens assez gentils, qui disaient « Ah, c'est bien ce que vous faites, les jeunes, continuez. » La police, on les a vus quelques fois. Bon, là aussi, je vais pas me faire l'éloge des flics, hein. C'est des gens qui peuvent être très retors. Il y a aussi les RG qui sont là absolument pour contrôler et vous cadenasser et éviter que vous vous énerviez un peu trop. Donc bon, je n'en fais pas l'éloge, j'ai bien conscience que ce sont des outils du pouvoir, mais globalement, on a rarement, très rarement eu de problème. Les quelques fois où on a dû taper un peu, enfin, moi pas trop, mais des potes qui ont dû distribuer quelques claques, ça s'est résolu très, très tranquillement. Il n'y a pas eu de problème, pas vraiment de suite donnée, il n'y a pas eu de mort, enfin.
les gens se font une image du militantisme de l'extérieur qui a des lieux de ce que c'est fondamentalement. Et je pense que des anecdotes comme celle que Thomas vient de nous raconter, dans ma génération, sont très peu présentes. Il y a une normalisation globalement des idées de droite nationale. Du camp national, le FN, c'était un truc craignos en 2002. C'était violent. Être FN, c'était quelque chose. Maintenant, dans ma campagne profonde au fin fond de la Manche, vous allez dans la première baraque venue, dans le premier pavillon venu de prolos, etc., de tricards, les types, ah oui, oui, on va voter Marine et tout. Enfin, et pourtant, ils votent pour les idées de Jean-Marie Le Pen. Alors, ils votent pour Marine Le Pen. Hein. Ils le savent pas, mais ils votent pour une femme à chat de gauche, et sûrement lesbienne d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il y a eu une progression de nos idées qui est telle que, pour moi, qu'à mon sens, c'est injustifié de ne pas vouloir au moins essayer de militer, de s'afficher un petit peu. Merci pour votre anecdote, Victor, enfin pour votre conclusion. De mon côté, si je dois raconter une anecdote, alors oui, j'en aurais bien une intéressante. D'ailleurs, je l'avais racontée en interview en entrevue sur la chaîne Le Soleil se lève de Lucien Lachance. La chaîne YouTube, malheureusement, a été supprimée, donc vous ne pourrez pas retrouver l'interview. Je crois qu'elle est sur Odyssée. Et j'expliquais globalement que j'arrive à la fac, je devais avoir 21 ans, 20 ans, 21 ans. J'étais président de la cocarde étudiante de Bourgogne à cette époque. Et quand j'arrive, je vois tagué partout, vraiment sur la façade de l'université, même ailleurs, Alexandre Inger égale facho. Euh, moi, je m'attendais à quelque chose, hein, nécessairement. Et 2-3 jours après, j'organise comment je pourrais dire, un pot pour la cocarde étudiante. Voilà, on s'entend bien, on boit un coup. Et après, on se fait poursuivre dans la rue. On a été escorté par les gendarmes, hein, bien sûr. Enfin, par la police plutôt, par la police nationale. Et à un moment donné, il y a un gars écrit Inger facho ou Inger raciste, je ne me rappelle plus vraiment. Et il me jette une bonbonne de gaz, d'explosif, donc un truc vraiment très costaud, un truc vraiment très dangereux, hein, pas un pétard. Et il me lance ça. Pas la bonbonne à Bruno. Non, va la bonbonne de Bruno. Ça commence pas par un Z. Et vraiment, c'est une bonbonne de gaz voilà, très dangereuse. S'il avait été vers moi, j'aurais pu peut-être, je sais pas, perdre ma main s'il l'avait prise ou autre. Enfin bref, c'est pas au niveau de Thomas Joly, bien évidemment. Mais quand même. Donc c'est une anecdote qui m'avait assez marqué. D'ailleurs, il y avait la vidéo où je me fais prendre l'explosif sur la vidéo de Lucien Lachance, parce que ça a été filmé. Et voilà, c'est la seule anecdote intéressante. Chers amis, et surtout ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous propose que nous arrêtions la première partie ici. Donc ceux qui sont sur YouTube, nous vous retrouvons mardi pour la réponse aux questions. Hop, donc là je vais couper l'enregistrement et relancer.